l'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. L'Afrique ne manque pas de ressources. L'Afrique est pleine de ressources. Mais si vous allez, l'uranium pour le Niger, c'est pour Areva. Le diamant qui est au Congo, c'est pour Amsterdam. Et donc, les gens, ils viennent, ils fixent le prix. Et parce qu'on n'a pas d'autre recours, on vous les vend. Et donc, nous, on s'appauvrit pendant que les firmes occidentales s'enrichissent. Ici, en France, quand je vais chez le boulanger, c'est pas moi qui fixe le prix de son pain. Je paye ce qu'il me demande. Les Européens, parce qu'ils ont la force de frappe de l'argent, quand ils arrivent, ils imposent les règles en Afrique. Et comme il y a toujours quelqu'un qui est affamé, qui est pressé de s'en sortir, eh bien, il vend son âme au diable pour continuer à exploiter son peuple au lieu d'aider pour l'intérêt général. Ça, je devais le dire avant de quitter ce plateau aujourd'hui. Quand les pauvres viennent vers vous, il y a des mouvements de foule qu'il faut bloquer. Mais quand vous, avec votre passeport et avec toutes les prétentions que cela donne, vous débarquez dans les pays du tiers-monde, là, vous êtes en terrain conquis. Donc, on voit les pauvres qui se déplacent, on ne voit pas les riches qui investissent dans nos pays. L'Afrique se développe en taux entre 5 et 10%. Ce n'est plus de la progression, c'est de la surchauffe. Sauf que quand des pays du tiers-monde se développent et qu'ils n'ont pas les moyens, pour gérer tout ça, il faut une ingénierie, il faut une formation, il faut des populations pour installer une démocratie. Là, cette surchauffe-là, vous avez besoin qu'on reste dominé pour servir de débouché à l'industrie européenne. Alors, il faut arrêter l'hypocrisie. On sera riches ensemble ou on va se noyer tous ensemble. Dans un pays comme la France, par exemple, on sait que 40% du taux de natalité est assuré par des populations étrangères. C'est une réalité aussi. Donc maintenant, on est dans une situation où c'est ce que vous dites qui renforce l'extrémisme. Quand vous dites que l'immigration pose un problème, il faut aussi parler des avantages de l'immigration. Parce que moi, quand je travaille en France, je paye mes impôts ici. Donc les étrangers qui sont là, il y a une partie qui peut travailler et envoyer au pays aidé. La majorité paye ses impôts, s'installe dans vos pays, enrichit vos pays. Donc ce sont des citoyens productifs. Après, il faut voir, il y a une minorité qui vient, il y a des morts, certes. Mais je voulais souligner une chose. Le discours que vous avez, il est encore légitime tant que l'Afrique restera muette. Et moi, aujourd'hui, je voulais m'indigner pour le silence de l'Union africaine. Les gens là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des Blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des Noirs et des Arabes. Alors eux, quand ils meurent, ça coûte moins cher. Ici, j'étais venu en 2008 et j'avais dit, l'Union européenne, avec ses flottes de guerre, avec son économie, je vous dis une chose, si on voulait attaquer nos pays ici en Occident, il y aurait des moyens de se défendre. Donc si on voulait sauver les gens dans l'Atlantique, dans la Méditerranée, on le ferait. Parce que les moyens qu'on a mis pour Frontex, on aurait pu les utiliser pour sauver les gens. Mais on attend qu'ils meurent d'abord. C'est à croire que le laisser mourir est même un outil dissuasif. Et je vais vous dire une chose, ça ne dissuade personne. Parce que quelqu'un qui part et qui envisage l'éventualité d'un échec, celui-là peut trouver le péril absurde et donc l'éviter. Mais celui qui part pour la survie, qui considère que la vie qu'il a à perdre ne vaut rien, eh bien celui-là, sa force est inouïe, parce qu'il n'a pas peur de la mort. C'est exactement pourquoi il faut fermer des frontières complètement. Il faut sauver l'Afrique et sauver l'Europe. Vous ne pourrez pas rester comme des... Monsieur, vous ne resterez pas comme des poissons rouges dans la forteresse européenne. La crise actuelle nous a démontré ça. Au jour d'aujourd'hui, l'Europe ne sera plus jamais épargnée tant qu'il y aura des conflits ailleurs dans le monde. L'Europe ne sera plus jamais opulente tant qu'il y aura des carences ailleurs dans le monde. On est dans une société de la mondialisation où un Indien gagne sa vie à Dakar, un Dakarois gagne sa vie à New York, un Gabonais gagne sa vie à Paris, que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Alors trouvons une solution collective ou bien déménager d'Europe parce que j'ai l'intention de rester. Depuis quelques années, on a une espèce d'abus de langage qui a introduit des amalgames. Au jour d'aujourd'hui, toute personne typée avec un air d'étranger est considérée comme immigrée. Tous les étrangers, en tout cas toutes les personnes d'origine étrangère qu'on peut rencontrer en Europe ne sont pas forcément des immigrés. Donc il y a des gens qui sont normalement protégés par la Convention de Genève pour les réfugiés. Ces personnes-là, quand on ne les accueille pas normalement, ils viennent dans les mêmes mouvements que les immigrés économiques. Donc quelqu'un qui fuit la guerre, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui cherche du travail. Quelqu'un qui fuit la guerre est protégé par la Convention de Genève. Et quand on a parlé ici à l'époque, je ne veux pas remuer les mauvais souvenirs, mais ministère de l'immigration et de l'identité nationale, on a fait des réfugiés presque des coupables de droit commun, comme un voyageur qui ne respecterait pas les lois internationales pour le visa, donc l'autorisation d'entrer dans un territoire. Or, quelqu'un qui voyage librement
peut respecter ces choses-là. Quelqu'un qui fuit la guerre pour survivre n'a pas le temps de respecter ces choses-là. Or, aujourd'hui, on met l'amalgame et on met tout le monde dans le même sac. Je voudrais aussi dire que quand vous êtes Canadien, blanc ou Argentin et vous venez vous installer en France, vous êtes un expatrié. Quelqu'un qui voyage, qui est libre de voyager. Et si vous êtes africain ou indien ou afghan, vous venez en France ou en Allemagne, vous êtes l'immigré, peu importe les raisons pour lesquelles vous êtes là. Et donc cette représentation de l'autre, l'Europe doit corriger son regard si elle ne veut pas encourager la xénophobie. Parce que la représentation qu'on se fait de l'autre alimente ensuite le repli sur soi, le rejet. Donc voilà, voir quelqu'un qui est en règle, essayer de savoir d'où vient cette personne, pourquoi cette personne vient. Ça, les Européens ne se demandent même plus ça. Ils vous croisent, vous êtes étranger, vous avez l'air étranger, vous êtes venu pour la tarte à la crème. Non. Donc l'Europe doit se respecter davantage. On ne vient pas que chercher du pain. On peut venir aussi pour la liberté, pour la démocratie, pour la culture européenne. Donc l'Europe aussi nourrit un vrai mépris d'elle-même en pensant qu'il n'y a que l'alimentation qui amène les gens. Elle n'a que ça à proposer. Je pense qu'elle a plein d'autres choses à offrir. Monsieur, là, je vous vois bien habillé, bien nourri. Si vous étiez affamé chez vous, peut-être que votre famille serait ravie d'imaginer que vous pourriez aller gagner de quoi faire vivre les autres. Donc c'est aussi une solidarité qui est en œuvre. On laisse partir quelqu'un, on compte sur lui. Vous allez me laisser terminer. Et Schengen, entre guillemets Schengen, ça me permet d'être invité aux Pays-Bas, monsieur, donner des conférences dans vos universités. Quand ils trouvent que mon cerveau est convenable, là, ils l'utilisent. Par contre, ils sont embêtés à l'idée d'avoir mon frère qui n'est pas aussi diplômé que moi et qui pourrait avoir peut-être envie de travailler dans le bâtiment. Donc, vos pays deviennent schizophrènes. On ne peut pas trier les gens comme ça avec les étrangers utiles et les étrangers néfastes. Et la deuxième chose que je veux dire aussi, c'est que les Européens, là, on voit des Africains qui viennent, d'accord? Ce mouvement, ce déplacement de population, on le voit. Mais on ne voit pas le mouvement des Européens allant vers les autres pays. Alors celui-là, c'est le mouvement des puissants. Ceux qui ont l'argent, ceux qui ont le bon passeport. Donc vous allez au Sénégal, vous allez au Mali, vous allez dans n'importe quel pays du monde, au Canada, aux États-Unis, partout où je vais, et je voyage tout le temps, je croise des Français, des Allemands, des Hollandais. Je les rencontre partout sur cette planète parce qu'ils ont le bon passeport. Donc, comme avec l'exotisme, l'Europe s'était arrogé le précepte unique, unilatéral, de l'exotisme. Les autres sont exotiques. Alors que pour quelqu'un de mon village, il n'y a rien de plus exotique que quelqu'un d'Amsterdam. Maintenant, pour l'étranger aussi, pour les voyages des temps modernes avec la mondialisation, quand les pauvres viennent vers vous, il y a des mouvements de foule qu'il faut bloquer. Mais quand vous, avec votre passeport et avec toutes les prétentions que cela donne, vous débarquez dans les pays du tiers-monde, là, vous êtes en terrain conquis. Donc on voit les pauvres qui se déplacent, on ne voit pas les riches qui investissent dans nos pays. L'Afrique se développe en taux entre 5 et 10%. Ce n'est plus de la progression, c'est de la surchauffe. Sauf que quand des pays du tiers-monde se développent et qu'ils n'ont pas les moyens, pour gérer tout ça, il faut une ingénierie, il faut une formation, il faut des populations pour installer une démocratie. Là, cette surchauffe-là, vous avez besoin qu'on reste dominé pour servir de débouché à l'industrie européenne. Alors, il faut arrêter l'hypocrisie. On sera riches ensemble ou on va se noyer tous ensemble. Quand on montre les immigrés morts, on montre des ventes ballonnées, c'est d'une indécence. Il y a une espèce de manque de respect du corps de ces personnes-là. Moi, quand j'ai vu ça devant ma télé, j'étais glacée et je me dis, qu'est-ce qui permet de les montrer de cette façon? Mais je me place aussi au niveau des Italiens, dans ces petites villes par exemple, qui se retrouvent d'un coup submergés par toute cette foule qui arrive. C'est une question qu'on peut se poser intellectuellement. Et là, je m'en voudrais de quitter ce plateau aujourd'hui sans parler de nos dirigeants africains. Je suis obligée d'en parler parce que dans mes livres, je parle toujours d'Europe et d'Afrique. Et je pense que personne ne quitte sa maison paternelle pour aller demander l'hébergement chez le père d'autrui quand on peut être bien chez soi. Donc je pense que les gens qui partent, c'est parce qu'ils manquent de quelque chose. C'est parce qu'ils n'ont pas la sérénité qu'il faudrait. Avant, on nous disait, oui, bon, c'est parce qu'il y a un manque de formation, un manque de diplôme, donc les gens ne sont pas outillés. C'est faux. Au jour d'aujourd'hui, on a des immigrés qui ont parfois bac plus 6, bac plus 7 et qui ont des diplômes d'ingénieurs. J'ai rencontré un Sénégalais qui vendait des hamburgers alors qu'il est ingénieur en hydraulique. Donc au Sénégal, on a besoin de lui puisqu'on a tout le temps des problèmes d'eau potable. Ouais. Bon. Et ces gens-là n'arrivent pas à s'installer. Quand je dis le Sénégal, pardonnez-moi, il vaut mieux taper sur soi-même que sur les autres. Quand je dis Sénégal, pour moi, ça vaut pour tous les autres pays africains. Donc c'est pour ça que je dis le Sénégal. Donc nos pays là-bas, tant
tant qu'ils ne donneront pas un espoir à la jeunesse, ils les verront partir. On ne peut pas former des générations entières. Pourquoi ils n'améliorent pas leur propre pays? C'est aussi une bonne tâche, n'est-ce pas? Vous parlez français? C'est ce que je suis en train de dire. On ne peut pas former des générations entières et ne pas leur donner un travail. Si on ne leur donne pas un travail, ils partent. Et contre ça, il faut lutter contre la corruption, ce népotisme, ces fauteuils présidentiels héréditaires comme au temps des royaumes. La constitution du Sénégal, c'est la même qu'en France, monsieur. Donc, ce n'est pas exotique. Simplement, il y a des gens qui ne pratiquent pas, qui n'appliquent pas les règles. Mais pour qu'il y ait un corrompu, il faut qu'il y ait un corrupteur. Et ce sont les firmes occidentales qui entretiennent la corruption aussi en Afrique, il faut le dire. Et quand on vient avec nos matières premières, l'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. L'Afrique ne manque pas de ressources. L'Afrique est pleine de ressources. Mais si vous allez, l'uranium pour le Niger, c'est pour Areva. Le diamant qui est au Congo, c'est pour Amsterdam. Et donc, les gens, ils viennent, ils fixent le prix. Et parce qu'on n'a pas d'autre recours, on vous les vend. Et donc, nous, on s'appauvrit pendant que les firmes occidentales s'enrichissent. Ici, en France, quand je vais chez le boulanger, ce n'est pas moi qui fixe le prix de son pain. Je paye ce qu'il me demande. Les Européens, parce qu'ils ont la force de frappe de l'argent, quand ils arrivent, ils imposent les règles en Afrique. Et comme il y a toujours quelqu'un qui est affamé, qui est pressé de s'en sortir, eh bien, il vend son âme au diable pour continuer à exploiter son peuple au lieu d'aider pour l'intérêt général. Ça, je devais le dire avant de quitter ce plateau aujourd'hui. Ce fantasme que monsieur entretient, il y tient. De l'Europe qui devrait refouler, donc zéro tolérance pour l'immigration, donc se refermer. Je vais terminer. Je vais terminer. Pas ça, ce que j'ai proposé. Donc, si cette Europe-là... Vous comprenez bien. Je termine, vous y allez. Si l'Europe veut s'enfermer... Ah non, c'est pas moi qui fais l'émission, c'est M. Tadei. D'accord. Donc voilà, mais moi je défends mes idées. Bon, cette Europe-là qui aurait une illusion de tranquillité en s'enfermant dans ses frontières, je n'y crois pas à sa sécurité. Et je vous explique pourquoi. Le fromage que vous produisez en Hollande, vous le vendez où? Donc parce que si vous voulez vous enfermer... Pas en Libye. Non, mais je termine, vous allez répondre. Donc si vous vous enfermez, il vous faut manger, monsieur. Il vous faut un certain nombre de biens. Il vous faut de quoi tenir dans votre forteresse. Oui, mais je termine. Tout ça se passe avec une interaction avec d'autres pays. Quand vous allez au Sénégal, vous avez du fromage de Hollande, des pommes de terre de Hollande et beaucoup de la moutarde allemande. Donc toute cette économie qui se passe vous permet de vivre. Donc si vous vous coupez du reste de ces pays-là, vous allez survivre avec quoi? Parce que votre abondance, elle est entretenue aussi par d'autres. Oui, la deuxième chose, culturellement, et je rappelle ici un mot d'Aimé Césaire, une civilisation, quel que soit son génie intime, à se replier sur elle-même, c'est Thiol. Vous n'êtes rien sans le reste de l'humanité. Et c'est ici en Europe, le continent donc du siècle des Lumières, où on disait que le voyage forme la jeunesse. Moi, je pense que quelqu'un qui s'enferme se flétrit. Donc oui, l'échange, je prétends ne pas être la Fatou que j'étais en 94 en venant du Sénégal. J'espère m'être améliorée parce que j'ai appris plein de choses des Allemands, des Français, des Hollandais. J'ai tellement appris que chaque fois, je m'étonne de voir un monde qui est capable de donner tant de choses. La deuxième chose, c'est que si vous renvoyez les étrangers, monsieur, et ça c'est le fantasme de l'extrême droite en Europe, le fantasme de renvoyer les étrangers, faites-le et vous allez voir la catastrophe dans vos pays. Parce que dans les pays étrangers, il y a les vôtres. Il y a les vôtres. Et ces pays-là ne vont pas recevoir des claques sans les rendre. Donc renvoyez les étrangers d'ici, vous allez voir les catastrophes que vous allez générer dans votre propre pays. Je pense que le principe de réalité n'est pas forcément fascisant et qu'on peut tout à fait allier principe de réalité et humanisme. Et je pense que l'Afrique et l'Europe, par exemple, sont là comme des enfants qui se regardent à travers un miroir déformant. Il serait enfin temps qu'ils se respectent, enfin qu'elles se respectent suffisamment pour que l'Europe arrête de nous envoyer ses déchets industriels pour construire avec nous de véritables industries, pour que l'Europe participe à ce développement et que l'Afrique, 60 ans après les indépendances, arrête de dire c'est la faute des autres. Au bout d'un moment, indépendance, c'est responsabilité. Si nous sommes vraiment indépendants en Afrique, nous sommes aussi responsables de notre destin. Et ça ne se fera pas sans les Européens et l'Europe ne s'en sortira pas sans l'Afrique parce que sinon nous serons un boulet que vous traînerez. Donc ce monde-là est lié et je pense que l'entente, je rêve d'une entente, d'une fraternité. Oui, je sais, ça fait bisounours. Mais il me faut garder cette utopie-là pour garder le courage d'écrire toutes les nuits. Parce que j'ai fait le vent de l'Atlantique il y a bientôt 12 ans. Aujourd'hui, à l'époque, quand je parlais de dizaines de morts dans l'Atlantique, on me disait « tu exagères ». Maintenant qu'on les ramasse par milliers,
je suis absolument triste de devoir réaliser tout simplement qu'en tant qu'auteur, je ne fais que répondre à l'injonction de Schiller. La dignité de l'homme est remise entre vos mains, gardez-la. Donc voilà, et il dit encore que la sainte magie de la poésie a son rôle bienfaisant dans un sage plan du monde. Donc même si je n'ai aucun pouvoir, je suis là pour partager mes illusions, mes fantasmes de paix, de fraternité. J'ai envie d'embrasser tout le monde. Et ce monsieur d'Amsterdam, il va prendre avec moi un café ivoirien et qu'il le veuille ou non, je continuerai à aller à Amsterdam parce que j'adore. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes.